Quand j'étais petit, mon grand-père me disait « Ils arrivent ». À l'époque, je ne comprenais pas de quoi il voulait parler. Aujourd'hui, je suis un vieil homme. J'ai 64 ans. Et j'ai vu ces changements tout au long de ma vie. Que je voyage en bateau ou en avion, c'est un véritable désastre. Ils ont détruit la Terre pour trouver leur or noir, pour gagner des milliards de dollars chaque jour. Vous avez vu l'effet d'une bombe nucléaire? C'est ce que je ressens quand je suis là-bas. C'est irréel. Ils ne comprennent pas combien cette terre est belle. La terre de Larson, l'Indien, abritait une vaste forêt boréale. C'est aujourd'hui le plus grand projet industriel au monde. L'exploitation des sables bitumineux du Canada. Des cheminées géantes ont remplacé les arbres. Des engins démesurés raclent cette terre brune qui regorge de bitume, un dérivé du pétrole ultra polluant. C'est la dernière grande ruée vers l'or noir à l'échelle de la planète. Toutes les compagnies pétrolières se sont donné rendez-vous ici, dans l'état de l'Alberta, l'Eldorado des marchands de sable. Les sables pétrolifères existent depuis la nuit des temps. Et la réserve est absolument gigantesque. Avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, on pourrait extraire entre 173 et 169 milliards de barils. Ces 169 milliards de barils en font la troisième plus grande réserve au monde, juste après l'Arabie Saoudite et le Venezuela. On peut continuer à extraire du pétrole pendant un siècle. C'est donc devenu une source d'énergie très vaste, très attractive et très largement reconnue pour le futur de la planète. Le pic pétrolier ne signifie pas la fin du pétrole. Ça veut dire que les réserves mondiales les moins chères et les meilleures ont déjà été extraites. Et que maintenant, on s'attaque aux énergies non conventionnelles. Aujourd'hui, on extrait des ressources qui coûtent plus cher et qui ont une empreinte écologique plus grande. On utilise toujours plus d'énergie pour produire de l'énergie. Voilà la logique du pic pétrolier. Ça nous dit juste, fini le pétrole bon marché, on attaque le pétrole sale. Au final, cette logique va anéantir l'économie et mettre en péril l'équilibre climatique mondial. Fort McMurray, dans le nord de l'Alberta. C'est ici que se trouvent les plus grandes mines de sable pétrolifère. 2 millions de barils extraits chaque jour. Il y en aura 5 d'ici 2030. Une bénédiction pour des pétroliers confrontés à l'épuisement des réserves traditionnelles. Mais les écologistes dénoncent une aberration énergétique, car ici, il faut consommer un baril de pétrole pour en produire 3 ou 4. C'est 10 fois plus que pour le brut saoudien. Le gaz brûlé chaque jour dans ces usines suffirait à alimenter près de 3 millions de foyers. Le bitume est une énergie non conventionnelle, à l'image du gaz de schiste. On en tire un pétrole sale au prix de prouesses technologiques. Bonjour et bienvenue au musée des sables pétrolifères. Pour savoir comment le bitume est extrait du sable, rendez-vous en salle 1. Voici comment se déroule le processus d'extraction. Les camions et les pelleteuses ont récupéré le sable bitumineux, qui est ensuite concassé en petits morceaux. Ensuite, on y ajoute de l'eau chaude et on commence à mélanger le tout, car il faut y ajouter de l'air pour faire sortir tout ce bitume. La chaleur est importante, car à l'état naturel, le bitume est très compact. Voilà du bitume à température normale. C'est pour cela qu'il faut le diluer avec du naphta. Et une fois que le bitume a été dilué, il devient très liquide. Regardez. On le transporte ensuite vers des centrifugeuses et des cuves de décantation. Et il faut beaucoup d'eau pour produire un baril de bitume? Pour extraire un baril de bitume, il faut 8 à 10 barils d'eau. Et au final, il reste de l'argile, du sable, de l'eau et un peu de bitume. C'est ce qu'on appelle les résidus. Voilà donc à quoi ressemble un bassin de décantation.
Ensuite, les compagnies doivent tout remettre en état. Elles doivent réhabiliter l'environnement détruit lors du processus d'extraction. Ça ne veut pas juste dire reboucher les mines ou nettoyer les bassins de décantation. C'est une tentative pour rendre l'industrie pétrolière plus responsable. Pour l'instant, seule la société Syncroad a pu réhabiliter un terrain de 1 km² selon les normes du gouvernement. Il a été certifié en 2008, mais les travaux avaient commencé au début des années 80. 1 km² réhabilité en 25 ans. Il y en a des centaines d'autres sur liste d'attente. Des terres arides, recouvertes de plaques de bitume. Mais les compagnies pétrolières l'assurent, la forêt reviendra un jour à son état naturel. Kevin Timonet doute qu'un tel miracle soit possible. Ce chercheur étudie depuis 30 ans les écosystèmes du nord de l'Alberta. Quand l'industrie pétrolière dit qu'elle réhabilite les sols, en fait, elle ne fait que replanter des arbres. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'écosystème de départ est perdu à jamais. Bien sûr, vous allez y trouver des arbres, mais si vous regardez bien, vous vous apercevez que beaucoup d'animaux et de plantes ont disparu. Ils pensent qu'on peut remplacer un écosystème par un autre. C'est comme si vous alliez au musée du Louvre, que vous arrachiez la Joconde, et que vous la jetiez, et que vous la remplaciez par un poster de Ronald McDonald. Eh bien pour eux, c'est la même chose, le même chef-d'œuvre. Mais pour la plupart d'entre nous, ça ne remplacerait en rien la Joconde. Et au fond, ce que nous sommes en train de perdre, c'est la biodiversité. En échange, on se retrouve avec un écosystème parallèle où l'on trouve plus de variétés de plantes étrangères et moins de végétaux issus de l'écosystème de départ. Mais rien n'arrête l'expansion de l'industrie. Depuis 20 ans, la NASA pointe ses satellites sur Fort McMurray. On y voit la multiplication des mines et de ces lacs artificiels, les bassins de décantation. Près d'1 milliard de mètres cubes d'eau, rendus hautement toxiques par la dilution du bitume. Ils resteront là 50 ou 100 ans avant de pouvoir être traités. Cette bombe à retardement écologique inquiète Jennifer Grant, la spécialiste des sables pétrolifères à l'Institut Pembina, un organisme qui conseille le gouvernement afin d'assurer la transition énergétique du Canada, l'après-pétrole. Mais depuis une quinzaine d'années, la règle du jeu a changé. Le complexe industriel est devenu tout puissant. L'année dernière, pas une compagnie pétrolière n'a satisfait les critères de la directive 74. Cette directive prévoit notamment de réduire les résidus toxiques. Elles ont contesté ces faits? Quelle a été la réaction du gouvernement? Silence radio. Les médias se sont intéressés à tout ça, mais aucune réaction des compagnies. Elles ne veulent pas être prises en faute sur ces réglementations. Et en quelque sorte, elles tentent d'étouffer l'affaire. C'est un problème gigantesque. Nous n'avons pas résolu les enjeux liés aux déchets toxiques, les risques pour les animaux sauvages qui peuvent tomber dans les bassins de décantation. En 2008, par exemple, 1600 canards sont morts d'un seul coup en se posant sur un bassin. On sait que 11 millions de litres de résidus toxiques s'échappent chaque jour de ces lacs. Et enfin, le plus gros défi, c'est comment fait-on pour traiter ces résidus toxiques? Quand la mine sera épuisée, est-ce qu'on pourra réhabiliter une zone toxique aussi vaste? Quand j'ai commencé à travailler pour l'Institut Pembina il y a 7 ans, le bassin de décantation couvrait environ 50 km². Aujourd'hui, c'est 176 km². Certains bassins de décantation, comme celui de Suncor, longent le fleuve Athabasca. Les fumées de la pétrochimie fragilisent un peu plus cet écosystème dont dépendent les populations du Grand Nord. Car au bout du fleuve, perdu dans la forêt boréale, c'est le territoire des Premières Nations, les Indiens du Canada. Aucune route pour s'y rendre. Il faut survoler les mines et découvrir ce à quoi ressemblait cet endroit avant l'exploitation des sables bitumineux.
Terminus Fort Chipewyan, au beau milieu de nulle part. 1200 âmes vivent ici, sur les rives du lac Athabasca, autrefois une importante zone de pêche. Aujourd'hui, ces tribus indiennes voient fondre sur elles l'industrie pétrolière, entre résignation et résistance. Chacun de ces carrés représente 10 km². Et à terme, toute cette zone sera retournée par l'exploitation minière, ce qui représente en tout 4000 km². Pour l'instant, moins de 10% de cette zone est exploitée, mais notre gouvernement prévoit de passer à 100% d'ici 50 à 70 ans. Les réserves indiennes et ponts orange ici seront plus ou moins épargnées, mais regardez, elles sont cernées par les sables bitumineux. Et au final, toute la zone est condamnée. Et j'ai bien peur que ma famille et moi, on ne devienne des réfugiés environnementaux, qu'on doive un jour quitter cet endroit pour pouvoir vivre en bonne santé. Jusqu'à présent, le gouvernement de l'Alberta ne prend aucune mesure pour éviter cette catastrophe. C'est le combat de Fort Chipewyan. Parce qu'on vit en aval de toute la zone du pétrole, cette rivière coule jusqu'à nous. Ça représente tout. Notre eau potable, notre environnement, nos réserves de pêche. Larson, le vieil Indien, nous emmène sur son territoire. Il chasse et pêche ici depuis son enfance. C'est une des mémoires de Fort Chipewyan. Il a vu changer son peuple et changer la nature. Les mines de sable se rapprochent à grands pas. Les usines sont à peine à 160 km. Et le niveau de notre lac baisse chaque année, même si les compagnies démentent. Voyez le niveau des rochers, là? Le lac montait jusque là avant. Et pourquoi le niveau diminue? Ah, parce que leurs usines demandent toujours plus d'eau. Et puis leurs barrages aussi. On ne peut rien dire pour arrêter ça. Et puis ça donne un peu de travail et d'argent aux gens d'ici, pour nourrir leur famille. Ils parlent d'argent, mais l'argent tue aussi. Vous pourrez survivre pour un temps, mais ce n'est pas avec leur argent qu'ils achèteront mon bonheur. Le gouvernement veut me donner 1 million pour me taire. Oh non, je ne me tairai pas. Je suis né avec la parole. Moi, je veux gagner des dollars honnêtes. La pêche, la chasse, tout est dans la nature. Mais la sagesse de l'Indien s'oublie peu à peu, et Fort Chipewyan vit sous assistance. Le désarroi des Premières Nations est pris très au sérieux. Leur colère pourrait remettre en cause l'expansion de l'industrie. Alors les compagnies pétrolières payent. Une école ici, un centre de jeunesse là, une route pour créer quelques emplois et faire oublier les scandales liés à la pollution. Celui de la pêche commerciale notamment, la principale ressource des habitants de Fort Chipewyan, en déclin depuis des années. Les pêcheurs dénoncent l'impact des sables bitumineux sur les poissons. Je n'avais jamais vu de ces poissons difformes dans le lac Athabasca. Avant, l'eau était pure. Vous pouviez en boire dans la rivière, partout. Et puis, sur les 20 dernières années, peut-être un peu plus, on a commencé à prendre des poissons avec des malformations. Une fois, on en a pêché une grosse quantité, une centaine de kilos, a tout envoyé aux autorités. C'était un vendredi. On a attendu samedi, dimanche, lundi c'était férié. Et les poissons ont tous pourri dans le camion de l'agence de l'environnement. Pour moi, ils n'ont pas voulu embarrasser le gouvernement avec ça, j'en suis sûr. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal, ça. C'est comme si j'étais né avec 2 têtes après avoir été contaminé par des produits chimiques. Raymond envoie régulièrement ses prises aux chercheurs pour constituer un dossier scientifique. Objectif, lancer une grande étude toxicologique dans la région, ce que les autorités ont toujours refusé.
Au fil des années, les pêcheurs de Fort Chipewyan ont constaté de plus en plus de malformations chez les poissons. Pas seulement plus de poissons difformes, mais aussi plus de types de malformations. Des choses que ces pêcheurs n'avaient jamais observées par le passé. Regardez, sur la photo de ce barbeau, on voit une lésion ici, sous l'une de ses nageoires. L'augmentation de la température de l'eau peut entraîner des malformations. Le stress au moment de la ponte peut être un facteur. Mais on sait aussi que des concentrations trop élevées d'hydrocarbures, de sélénium et d'autres polluants dans l'eau sont responsables de toutes sortes d'anomalies. Ici, par exemple, il manque une vertèbre. C'est souvent la conséquence de la pollution de l'eau. Une fois que les polluants se sont échappés des bassins de décantation, c'est trop tard. On ne peut plus les récupérer. Aujourd'hui, certains grands bassins de décantation laissent échapper des produits toxiques qui infiltrent les nappes phréatiques et se déversent dans l'Athabasca. Et on ne peut rien y faire. Et quelles seront les conséquences en aval de la rivière? Personne ne peut le dire. Mais ça mérite franchement qu'on s'y intéresse. Les Premières Nations se sentent trahies par le gouvernement. L'extraction des sables bitumineux a remis en cause les traités signés voilà près d'un siècle. À l'époque, le tout jeune État du Canada avait conclu des accords avec chaque tribu, un ordre ancien qui a presque disparu, même si les textes sont toujours gravés dans la constitution du pays. Bonjour. Pouvez-vous me donner les traités numéro 1 à 11, s'il vous plaît? Villevilliers est l'avocat de son peuple. C'est une histoire de famille. Son grand-père a signé de sa main le traité qui sanctifie le droit des Indiens dans l'Alberta. À l'époque, beaucoup de Blancs voyageaient sur l'Athabasca en canoë. Ils voyaient une mélasse noire suinter des collines et des falaises. Alors ils ont demandé aux Indiens ce que c'était. C'est du pétrole. Ces gens se sont dit qu'il fallait signer un traité pour exploiter cette richesse. Ce traité, le numéro 8, autorise les Indiens à chasser et à pêcher pour leur subsistance. C'est le fondement des relations entre le Canada et les Indiens. C'était une promesse éternelle. Aussi longtemps que l'herbe poussera, que le soleil brillera, que couleront les rivières. Mais ça ne veut plus dire grand-chose, car aujourd'hui, ce qui coule dans les rivières, ce sont des produits toxiques. Même chose pour l'air. Ce n'est plus comme il y a 30 ans. C'est pollué, c'est dangereux. L'eau et l'air sont devenus cancérigènes. Le grand mal de Fort Chipewyan. Partout, on entend parler de ces cas de cancer dus à la pollution. Chaque habitant nous raconte la perte de proches, par dizaines, et tous tirent la même conclusion. Rien n'a changé ici, à part le développement du pétrole. Cecilia a perdu son fils, un tout jeune homme emporté en quelques semaines par une forme de cancer très rare. J'étais à l'hôpital quand les docteurs m'ont appris que c'était un cancer. Mon fils a dû aller dans une clinique spécialisée. Et c'est là que ce cauchemar a commencé. Un ami de mon fils aussi a le cancer. D'autres jeunes de son âge ont aussi été frappés. Ce n'est pas normal. Ça vient de l'eau et de la pollution. Ce que les compagnies brûlent sur leur site, c'est dangereux même pour leurs travailleurs.
C'est fou comme aujourd'hui, l'argent mène ce monde. Les responsables de ce cancer sont des meurtriers. Ils devraient être poursuivis. Mais tout le monde se tait. Chut. Surtout ne rien dire. Il y a quelques années, la loi du silence a été brisée. Nous nous rendons à Fort McKay, une autre réserve indienne, pour retrouver le docteur John O'Connor, l'homme par qui le scandale est arrivé. Bonjour Rebecca. Bonjour, docteur O'Connor. Que se passe-t-il? Je ressens une douleur dans le bras droit, au niveau du biceps. Vous avez déjà eu ça? Non, c'est la première fois. Faites comme ça. Ça fait trop mal. Cet Irlandais a été pendant 4 ans le seul médecin de Fort Chipewyan. Un médecin de campagne, effaré par la recrudescence des cancers dans une si petite communauté. J'ai découvert un ensemble de pathologies, des cancers et des maladies immunitaires qui m'ont vraiment surpris. Le comité contre le cancer est venu enquêter dans la communauté avant de rentrer à Edmonton. Ils ont pris une année et en 2009, on annonçait qu'il y avait 30% de cancers en plus à Fort Chipewyan. Et des cancers très rares. Est-ce dû à l'environnement, à la malchance, à la nourriture, à la génétique? 80% de la population de Fort Chipewyan vivent des produits de la nature, la pêche et la chasse. Un facteur génétique, on peut le voir venir à 10 km. Il n'y a pas vraiment d'indice pour la piste génétique. La malchance, ça arrive partout. En revanche, l'environnement est de plus en plus affecté. Les études l'ont prouvé. Il n'y a jamais eu un seul mot de la part d'un officiel du ministère de la Santé pour dire que peut-être le développement des sables bitumineux a un impact. C'est bizarre. Même au nom du principe de précaution. Quand il y a un risque, soit vous enlevez le risque, soit vous évacuez les populations. À Fort McMurray, on s'inquiète peu de ces histoires d'Indiens et de cancer. Les richesses de la région attirent toujours plus de chercheurs d'or noir. La ville est devenue l'une des plus prospères du pays, la plus chère aussi. Des quartiers entiers sont construits en toute hâte pour accueillir les travailleurs du pétrole et leurs familles. Une maison neuve, un salaire mirobolant, on vient du monde entier faire fortune ici. Les pétrodollars du Canada résistent à toutes les crises. Même au plus fort de la crise, Fort McMurray n'a pas été touché. Beaucoup de villes ont été très secouées par la récession. Mais ici, la vie continuait normalement. Le prix des maisons montait toujours, tout augmentait. Tout le monde a besoin de pétrole et c'est pas prêt de s'arrêter. Beaucoup de gens sont critiques sur notre pétrole. Mais en voyant les choses du bon côté, il y a beaucoup d'opportunités. On peut s'amuser, avoir un bon boulot. Les sables bitumineux devraient rapporter 2000 milliards de dollars au Canada en 20 ans. Alors les critiques ou les mises en garde sont souvent balayées du revers de la main. Le gouvernement martèle sa ligne officielle. En termes de pétrole, il y a bien pire ailleurs. Nous sommes totalement transparents. Et les gens essaient d'utiliser ça contre nous. Je les encourage à aller voir dans d'autres pays comment ça se passe. En Iran ou dans les pays du Moyen-Orient, la situation est bien pire. Surtout à cause de l'instabilité politique. Ce serait formidable d'avoir une nouvelle source d'énergie magique qui n'aurait pas de conséquences sur l'environnement, mais ça n'existe pas. Donc tant qu'on utilisera du pétrole dans notre mix énergétique, les sables bitumineux d'Alberta seront une pièce importante du puzzle. Et on fera tout pour que nos normes environnementales soient parmi les meilleures au monde. Mais l'image d'un Canada écologique et responsable s'écorne. Le 12 décembre 2011, le pays claquait la porte du protocole de Kyoto. Impossible de maintenir les réductions de gaz à effet de serre avec l'explosion des sables bitumineux. Andrew Nikiforuk a fait ses calculs. Le pays risquait une amende de 14 milliards de dollars pour avoir dépassé ses quotas. Beaucoup de membres du gouvernement canadien pensent que le réchauffement climatique n'est pas une menace. Notre Premier ministre est un climato-sceptique. Et donc, ils veulent exploiter les sables bitumineux le plus vite possible, avant que la communauté internationale nous oblige à réduire notre production.
qu'on nous dise 2 millions de barils par jour, ça suffit. Le monde ne veut pas de vos 5 millions de barils, c'est trop sale. Cette ressource nous dit clairement qu'il faut sortir du tout pétrole. Fin de la partie. Quand vous devez raser une forêt de la taille de Rhode Island ou du Delaware, quand il vous faut 2 tonnes de sable pour faire un baril de pétrole, vous êtes sûr d'avoir touché le fond. Et c'est là que nous en sommes. La croisée des chemins entre les énergies fossiles et renouvelables. La croisée des chemins aussi dans l'histoire du Grand Nord canadien. À Fort McMurray, les travailleurs du pétrole emmènent leurs familles découvrir les bisons. Des animaux parqués sur une ancienne mine de la compagnie Syncrude, preuve que l'environnement se porte bien. À Fort Chipewyan et dans les réserves indiennes, les anciens se replient un peu plus sur leur communauté. Ils regardent l'avancée des usines sur cette terre qu'ils considèrent sacrée. Parfois, je pleure, car je sais ce qui arrive. Le néant, la destruction pour mon peuple. Nous ne sommes plus qu'une minorité sur cette terre maintenant. Je dis aux autres que ça va être très dur. Je dois être honnête et ne pas trahir mon âme ou mon peuple. Les gens de Chipewyan, la tribu des Cree, qu'avons-nous fait? On a commis beaucoup d'erreurs, nous aussi. On n'aurait jamais dû commencer tout ça au nom du dieu dollar. On ne récupérera jamais nos terres maintenant qu'ils les ont détruites. Jamais.